nous parlons, c'est Adolphe Muzito qui fait son entrée dans la salle. Une salle à 100% acquise à sa cause. Ce sont les militants et militantes avec drapeau à main pour saluer l'entrée du candidat numéro 24, Adolphe Muzito. Vous pouvez bien le sentir, Adolphe Muzito qui fait une entrée fracassante dans la salle. Là, il est en train de saluer le public. Voilà. Il est là, habillé en chemise blanche avec le numéro 24 pour dire qu'il est candidat numéro 24 sur la liste de la CENI. On peut voir également le nombre, bien sûr, 24 sur son chapeau. Voilà, on va commencer avec l'hymne national. Il est prévu une brève présentation du candidat Adolphe Muzito avant qu'il prenne la parole pour présenter son programme de gouvernance 2024-2028, son offre politique intitulée « Pour libérer le Congo et le Congolais de la pauvreté ». Vous n'avez pas tort d'être branché sur Top Congo FM. Nous sommes ici pour vous faire vivre en direct cet événement. Comme nous le disions, Top Congo est la première radio d'information en République démocratique du Congo. Partout où l'information nous appellera, partout où l'information l'exigera, nous serons là pour vous la donner en temps réel. Nous restons ouverts pour tous les candidats. Nous avons été dimanche dernier au stade de Martyrs pour vous faire vivre en direct sur Top Congo FM, mais aussi sur YouTube, la présentation du candidat sortant. Je parlais plutôt du président sortant, candidat à sa propre succession. C'était le dimanche dernier au stade de Martyrs de la Pentecôte. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons au centre culturel Boboto pour la présentation du programme de gouvernance de notre candidat, cette fois-ci le candidat numéro 24, Adolphe Muzito, président de Nouvel Élan. Je le disais qu'il a été élu président de Nouvel Élan il y a quelques mois par son parti bien sûr et investi en même temps candidat à la présidentielle. Adolphe Muzito qui n'a cessé d'appeler les autres candidats à se rallier à lui pour gagner la magistrature suprême. Et il n'a pas été partant, bien sûr, aux discussions de Pretoria. Voilà, en vue de la candidature commune, là, je vous laisse vivre cette cérémonie. Que ce soit en français, en lingala ou en toute langue nationale, seront les bienvenus. Merci. Voilà, il sera ouvert au public. Et il sera ouvert au public parce qu'il y aura une partie réservée également aux questions-réponses. Nous allons vous laisser vivre cet événement en direct. Blanchard Mongomba, nous allons inviter, j'ai dit avant que les candidats numéro 24 à l'élection présidentielle ne prennent la parole, nous invitons son directeur des campagnes, le secrétaire général de Nouvel Élan, sous vos applaudissements, Blanchard Mongomba, pour faire la brève présentation du candidat numéro 24, qui est Adolphe Muzito, et Blanchard Mongomba répond. Adolphe Muzito. Adolphe Muzito. Adolphe Muzito Fumumba. Mwinda. 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 Maboko pona biso moko. Adolphe Muzito, candidat numéro 24
Azali Komagnola 24 heures sur 24 pour Nantombo ya Congo. Ezabo été. Nalobi Adolphe Muzito Fumumpa, candidat président de la République numéro 24, Azali Komagnola 24 heures sur 24 pour Nantombo ya Congo. Qui est Adolphe Muzito Fumumpa? Adolphe Muzito Fumunti est né à Mukanza le 12 février 1957. Adolphe Muzito a une grande expérience dans la gestion de la chose publique et ici nous allons vous présenter une brève expérience ou une brève présentation de son parcours. En 1985, Adolphe Muzito fut chef de service RENAPI. En 1987, Adolphe Muzito devient inspecteur des finances. En 1900, pour le Belge, Adolphe Muzito, coordonnateur à la cellule de conseiller fiscal à l'hôtel de ville de Kinshasa. En 1998, Adolphe ministère des Finances. En 2003, Adolphe Muzito devient député national pendant la transition. De 2007 à 2008, Adolphe Muzito devient ministre du Congo. De 2008 à 2012, Adolphe Muzito devient Premier ministre de la République démocratique du Congo. Et pendant son règne comme Premier ministre, il a marqué son passage à la primature avec plusieurs réalisations. Mais ici, je veux citer quelques-unes, notamment l'annulation de la dette extérieure publique à près de 90%, l'augmentation des salaires des agents et fonctionnaires de l'État. Je cite principalement les magistrats, médecins et professeurs d'université. Adolphe Muzito revoit à la hausse les budgets de la République démocratique du Congo et le produit intérieur brut de notre pays. Et ici, il faut signaler qu'un budget qu'il a trouvé à 800 millions de dollars, il triple, soit de 8 millions à 3 milliards 500 millions. Chose qui n'a jamais été réalisée par un autre avant lui. Et pour réalisation, Adolphe Muzito stabilise le cadre macroéconomique avec un taux d'échange stable. De 2012 à 2017, il sera élu député national dans la circonscription électorale de Kikwit. Et de 2018 à ce jour, il sera réélu une fois de plus dans la même circonscription électorale de Kikwit, député national. Adolphe Muzito compte dans son actif plus de 30 tribunes dans lesquelles il publie ses idées, ses réflexions pour le redressement, je dirais mieux, pour la libération de la République démocratique du Congo. Il a également publié un ouvrage sur l'installation des nouvelles provinces, défis et contraintes. Voilà de manière brève, camarades, le parcours ou l'expérience
de celui que nous portons aujourd'hui à la magistrature suprême de la République démocratique du Congo. Adolphe Muzito! Adolphe Muzito Fumumpa! Muzito Fumumpa! Nakosuki Sapo Nakoloba ete candidat numéro 24 Adolphe Muzito Ye Azali Komagnola 24 heures sur 24 pour la libération Pentombo à Congo. Et ça a été. Merci. Voilà, merci beaucoup. À présent, nous voulons accorder la parole au candidat numéro 24 à l'élection présidentielle. Nous allons demander à l'assistance des garder le silence pendant que le candidat président de la République numéro 24, Adolphe Muzito, va décliner l'offre politique de Nouvel Élan, portée par lui, bien sûr, à l'élection. Candidat numéro 24, vous avez la parole. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs de la presse, bonjour. Bas camarades, Basina Mibale, Bana Nouvel Élan, Bana Mbunda, Mbote Nabino. Je vais demander à la presse d'accepter que je puisse m'exprimer et en français et en lingala. Parce que ici, je m'adresse en fait à la population. Et vous n'êtes qu'un relais, vous, de la presse. Je parlerai en français, mais à lingala aussi. Ceux qui ne comprennent pas lingala pourront se faire traduire certains extraits pour leurs éléments d'information. Bana Kongombote. Tokolobela Likambwetali offre politique Nabiso. Nous allons parler de notre offre politique, qui est l'offre politique du Nouvel Élan Mbunda, notre coalition, mais aussi l'offre politique du candidat président de la République. Cette offre comprend 3 volets. Il y a les volets du président de la République, chef de l'État, qui est candidat. En ce qui concerne ses prérogatives de chef de l'État et de président de la République, nous allons expliquer la différence entre parce que Moutouango Bapé Sagaye Komomi Balé, président de la République, chef de l'État. Quelle est la différence entre les deux et pourquoi les deux? Et Tenyami Balé à programme Nabiso et Kouzala concerné compétence, il y a gouvernement. Il y a mis ça tout compétence, il y a province. Mingi Bazako Yebate Tembo Kanabiso, le pouvoir Nayango et Kabwami Biteni Misato. Président a ali na compétence, il y a Kosala Bitumba. Kobundisa ou babengi compétence il y a défense kotala mboka par rapport na ba pays mosusu des compétences oyo etali kokanga mboka vis-à-vis ya ba pays mosusu pe
ko jouer diplomatie et ko loba soki mboka na bino na mikakatano to bamboka mso na mikakatano ba chef de l'état ba kutani ba bongisi ba bengi yango diplomatie. Troisième compétence ezali ya ko sa ya ko frapper monnaie. Wani ali ba compétence na ye. Boni na biteni ya bokonzi wana eza ko salema. Gouvernement azali pe na compétence na ye. Na ba domaine na ye ya compétence. Oyo ba kambi yango na premier ministre. Toko étudier yango mikakatano nini ezali kuna. Ensuite, toko étudier pe mikakatano oyo etali pouvoir provincial. Yango pe yali na bokonzi na ya. Lokola boyebi domaine primaire et secondaire. Exclusive. La province. Santé. Agriculture. Pouvoir coutumier. Route de dessert agricole. Yali na compétence na yango. Baninga musu baliawa bana ya nouvelle na bana mbu. Boye bate ba élection o toza ko kende. Bana o bali ba candidat député provincial. Boye ba matière e bongi beaucoup ka ko salela na yango campagne. Et pas le peuple a posé la ligne. Boye ba ali domaine enseignement primaire et secondaire, domaine agriculture, domaine ya santé, domaine ya route de dessert agricole. Na domaine état du pouvoir coutumier ndenge tolobaka ko titriser mabele et ali responsabilité na bino. Bien sûr que na domaine wana mabele il faut collaboration ou concurrentiellement pour travailler yango na gouvernement central parce que yepé ali na bokonzi na ni 4 les sigo wana. Alors na 3 domaines wana ya échelon ya pouvoir toko sala boni na programme na biso tolobi. Qu'est-ce que nous faisons de ces 3 domaines de pouvoir? Chef de l'État et président de la République pour les compétences qui sont les siennes. Le gouvernement piloté par le Premier ministre pour les compétences qui sont les siennes. Mais aussi la province pour les compétences qui sont les siennes. Quels sont les problèmes que nous, Nouvel Élan, que nous voulons résoudre en venant demander au peuple. Mais pour dire au peuple, c'est qu'il faut qu'on étudie ces 3 domaines de compétences. Maladie et alité. Parce que quand tu vas voir le médecin pour qu'il puisse diagnostiquer ton corps, il est possible qu'il constate qu'il n'y a pas de maladie. Et il va te demander. Ce que nous constatons avec nos politiciens du Congo, nos adversaires, c'est qu'ils commencent à prescrire des médicaments, à proposer des réformes, encore que les vraies réformes, je n'ai pas encore entendu parler de la part des candidats qui ont pris le devant. Ils proposent des réformes pour peu qu'il y ait des réformes, sans dire des réformes pour résoudre quel problème. Ils ne disent pas de quoi souffre le pays, de quoi souffrent les fonctions du président de la République, c'est-à-dire les domaines régaliens. Quels sont les problèmes en ce qui concerne les compétences du gouvernement? Quels sont les problèmes en ce qui concerne les compétences des provinces? Il y a de vrais problèmes. Mais a priori, pour prescrire des médicaments en termes de réformes, ces réformes se rapportent à quel type de problème? C'est ainsi que nous, Nouvel Élan, comme parti, Mbonda, ainsi que moi-même, en tant que candidat à une institution, l'institution suprême, nous avons choisi premièrement de faire le diagnostic.
la première partie de notre programme, à travers les différents domaines des compétences que je venais de décrire, consiste à faire une évaluation, un audit, un diagnostic de la situation. Quels sont les problèmes qui se posent au niveau des compétences de l'État, c'est-à-dire au niveau de la présidence de la République, en ce qui concerne la sécurité, la défense, en ce qui concerne la diplomatie. Sommes-nous capables de défendre notre pays à travers les différentes sous-régions pour les problèmes qui sont les nôtres? Est-ce que nous pesons? Sinon, nous recourons à la tutelle de quelle région, de quel président de la République, ce qui aliène notre souveraineté? Est-ce qu'on a une monnaie convertible qui nous permet de faire des transactions et de payer en notre monnaie, souveraineté sur le plan monétaire? Ça, c'est en ce qui concerne l'institution présidente de la République. Au niveau gouvernemental, quels sont les problèmes? On diagnostique aussi les problèmes en ce qui concerne l'institution gouvernementale. On fait le diagnostic aussi en ce qui concerne les provinces. Est-ce que les provinces, elles existent ou c'est des simples administrations qui ne reçoivent pas du gouvernement les moyens nécessaires pour assumer leurs prérogatives constitutionnelles dont je viens de parler, à savoir la santé, l'agriculture, l'enseignement primaire et secondaire, les routes et les secteurs agricoles et les pouvoirs traditionnels. Et comment, si nous établissons qu'il y a des problèmes, quelles sont les réformes comme, si vous voulez, après ces diagnostics, quelles sont les thérapeutiques? Les thérapeutiques renvoient aux réformes qu'il faut engager pour résoudre ces problèmes. Troisièmement, toujours dans le cadre de la solution, quel est le coût? Parce que si vous dites des réformes, il faut dire elles coûtent combien pour les appliquer. Je donne un exemple. Je donne un exemple pour montrer l'intérêt qu'il y a, non seulement à diagnostiquer, mais à, si vous voulez, à donner la thérapeutique. Thérapeutique, quand vous allez voir le médecin, il fait le diagnostic, il constate que vous êtes malade, il propose les médicaments que vous devez, ou les examens que vous devez faire, il va vous prescrire et les examens et le médicament à prendre. Il faut des ressources. Quel est le coût de cette réforme ou de cette thérapeutique qu'il vous propose? C'est ainsi que nous avons, nous, évalué et chiffré les coûts des réformes que nous voulons engager. Et là où il ne s'agit pas que des réformes, les coûts des investissements qu'il faut réaliser. Je voudrais insister sur la notion de réforme. Je donne un exemple. Vous constatez dans le diagnostic que l'enseignement primaire et secondaire, ça ne va pas. Vous n'avez que, et c'est le cas à ce jour, vous n'avez que plus ou moins 800 000 enseignants que vous payez au lieu de payer 1 million d'enseignants. Et que le 1 million d'enseignants, dont 200 000 ne sont pas payés, pour lesquels il faut chercher l'argent, il y a un deuxième problème, c'est que même ces chiffres-là ne correspondent pas aux besoins. Non seulement il faut chercher l'argent, d'où les coûts de cette réforme, pour payer les enseignants qui ne sont pas payés, qui travaillent presque gratuitement, mais aussi il faut augmenter le nombre d'enseignements de l'école primaire, secondaire, et parce que la population scolaire augmente de 2 millions chaque année. Alors l'effort consistera à constater après les diagnostics, et c'est le cas en ce qui nous concerne, ici je dis que la démarche, c'est de constater, nous constatons, quand on fait le diagnostic, que, on a 1 million d'enseignants, alors qu'on devait en avoir un peu plus. Et que les 1 million d'enseignants ne sont pas bien payés. On leur paye, pour ceux de Kinshasa, $200, pour ceux de chefs-lieux de province, $150, et pour ceux de l'intérieur, c'est-à-dire des territoires et autres villes, en dehors des villes où sont les chefs-lieux de province, on leur paye $100.
Vous dites, je dois niveler pour que tous les enseignants aient le même salaire, au même grade. Il y a des hypothèses. Soit que vous réduisez, ramenez tout le monde à 100 $, pour éviter l'injustice, c'est un nivellement vers le bas. Soit vous dites, vous augmentez tout le monde à 200 $. Pour rééquilibrer, ce que d'ailleurs j'ai fait en mon temps, de manière à ce que les enseignants aient même le même salaire. Ça, c'est un premier effort. Un deuxième effort qui consiste à dire, nous augmentons pour tout le monde. On passe de 200 $ pour tout le monde à 300 $. Ce que je compte faire, nous allons le démontrer ici avec des chiffres. Voilà en quoi les réformes impliquent un coût. Réforme d'amélioration des conditions sociales des enseignants, réforme d'uniformisation du salaire et réforme pour payer ceux qui ne sont pas payés. J'ai parlé de 200 000 qui ne sont pas payés sur un total de 1 million. Voilà une des réformes et comment elles se chiffrent en termes d'augmentation. Nous pouvons aussi le faire pour ce qui est des magistrats. Les magistrats aujourd'hui, ils sont plus ou moins 8500 magistrats, dont 5000 ou 5500 sont déjà nommés et travaillent. Il y a 2500 qui, sur les 5000 qui s'ajoutent, 2500 qui vont bientôt être payés et entrer en fonction. La question est de savoir est-ce que 8500 magistrats, c'est le nombre qu'il faut pour être dans le ratio international. Nos réformes montrent notre évaluation. Ensuite, les réformes que nous proposons montrent que nous avons 8500 magistrats en perspective, dont 5500 sont déjà en place, et qu'il faut améliorer, augmenter les salaires pour les deux premiers, les 2500 autres, mais surtout, en perspective, augmenter le budget 2024 de plus ou moins l'équivalent correspondant, si vous voulez, non seulement à payer les 2500 magistrats qui vont entrer en fonction en 2024, mais aussi augmenter les salaires de magistrats qui, aujourd'hui, pour ceux d'en bas, touchent 1000 ou 1500 $, plutôt 1200 $, pour qu'ils atteignent 2000 et 3000. Ça fait partie de notre programme. Et nous allons revoir à la hausse et les rémunérations des magistrats à tous les niveaux, mais aussi et l'augmentation pour atteindre les ratios et passer des 8500 qui sont déjà inscrits et dont 5000 sont déjà en train d'être payés, ils sont mécanisés, et passer à 15 000 magistrats pour que les ratios, qui doivent être de 5 000 magistrats pour 5 000 magistrats pour, non, plutôt un magistrat pour 5 000 Congolais. À ce jour, nous avons un magistrat pour 15 000 Congolais. Voilà les réformes qui nécessitent un financement et pour lesquelles, en partant du budget d'aujourd'hui qui est de 10 milliards en ressources propres, en partant d'un budget aujourd'hui qui est de 10 milliards de dollars en ressources propres, quelles sont les augmentations que nous devons faire et que nous avons fait dans nos prévisions? Parce que je voudrais indiquer en passant qu'aujourd'hui nous parlerons uniquement du financement, du coût de notre projet politique, du financement, du mode de financement de ces coûts pour les 10 prochaines années. Tout ce qui est réforme, et avant les réformes, tout ce qui est diagnostic, ça se trouve dans notre document. Nous allons l'exposer au fur et à mesure que nous battrons campagne pour dire à chaque fois quel est notre diagnostic, quelles sont les réformes que cela implique, quel est le coût financier pour couvrir ces réformes. Alors, s'agissant du coût financier de notre programme ou de notre offre politique, je voudrais attirer votre attention sur la nécessité, parce que vous risquez d'être pollué par les autres candidats et même leurs partis politiques. En parenthèse, retenez, chers compatriotes, militants de Nouvel Élan et Mbonda, qu'il y a une confusion dans la tête de nos candidats, plutôt de nos adversaires. Nous allons en parler. Retenez tout simplement que
les budgets doivent suivre le temps nécessaire pour mettre en maturation les réformes. Vous ne pouvez pas, et ici j'indique cela avec insistance, vous ne pouvez pas faire un budget de 5 ans, comme c'est le cas avec les candidats députés, plutôt candidats présidents de la République que j'ai suivi. Faire un budget de 5 ans pour un pays comme le nôtre, même le pays déjà développé, la France, les États-Unis, les candidats viennent avec des budgets de 10 ans. C'est très important. Et notre programme, son coût financier s'étale sur 10 ans. Faites la différence dans le domaine, je vais donner un exemple dans le domaine agricole. Suivant que vous êtes jardinier, vous faites jardin potager, ou vous êtes agriculteur, vous faites les maniocs, ou que vous avez une plantation, vous faites l'huile de palme, et que vous devez financer ces projets avec vos ressources propres et avec un emprunt. Vous ne pouvez pas demander un crédit de 2 ans ou d'1 année pour financer la plantation d'EVA, de palmiers, ainsi de suite. Vous ne pouvez pas emprunter de l'argent à rembourser en 5 ans pour faire le jardin potager. Parce que les jardins, si vous plantez les légumes, si vous plantez au bout de 2 mois, 3 mois, vous avez déjà les résultats. Vous n'avez pas besoin de vous endetter pour 1 an. D'ailleurs, personne, aucun banquier ne vous prêtera de l'argent long terme, entre guillemets. Il va vous dire, je vous donne l'argent à rembourser dans 2 mois. Le temps pour vous de défricher le sol, etc., de commencer à planter. Au bout de 3 mois, 4 mois, vous aurez déjà la récolte et donc vous pouvez vendre, récolter et me rembourser. Donc vous aurez un crédit très très court terme. Mais si vous faites une activité qui vous prend 2-3 ans avant d'atteindre la maturation et de commencer à récolter et d'avoir un cash flow, on va vous donner de l'argent, les banquiers vont dire je vous donne un crédit moyen terme sur 2 ou 3 ans. Parce qu'au bout de 2-3 ans, vous serez en mesure de planter, de voir votre champ de manioc donner les résultats, vous pouvez récolter et être en mesure de rembourser au bout d'1 an, 2 mois, chaque année d'ailleurs, après une période d'investissement pour lesquels vous allez demander le financement. Même chose pour ce qui concerne celui qui fait, qui plante les VA ou les palmiers. Lui, on doit plutôt lui prêter de l'argent pour 5 ans, 6 ans. Parce que le temps d'élaborer, le temps de planter, le temps d'avoir des résultats pour commencer à rembourser, en réalisant un cash flow sur lequel il va payer, prélever de quoi rembourser, il faut un minimum de 5 ans. S'il emprunte pour 2 ans, au bout de 2 ans, avant même que les plantes n'aient donné, il sera déjà redevable. On va commencer à lui demander de rembourser l'argent et risque de s'endetter encore pour rembourser parce qu'il a eu l'argent à court terme, là où les délais d'activité, les délais d'amortissement est beaucoup plus long. Disons, les premières années de remboursement et du principal et des intérêts. C'est ça pour notre pays. Je ne vois pas quelle est l'institution sérieuse pour des investissements long terme pourrait accepter et nous prendre au sérieux si nous demandons de l'argent pour 6, 7 ans et engager l'avenir du Congo qui a encore un déficit de routes, des ponts, d'investissement pour l'hydroélectricité, c'est-à-dire par exemple Inga. Personne ne peut nous prendre au sérieux si nous présentons à la face du monde des programmes de 5 ans, alors que nous avons tout à faire dans le domaine des infrastructures. Je ne sais pas si vous allez lire le document, je peux l'exposer comme ça. S'agissant de notre budget, ou si vous voulez, de notre plan de financement.
D'abord, il est de 5 ans, plutôt 10 ans, avec 2 5 ans, 5 ans, 5 ans. Ça correspond à 2 mandats. Vous allez me poser la question, mais comment vous préconisez un plan, un programme de 10 ans, alors que vous demandez le mandat de 5 ans? Ça, je le dis à nos camarades militants et autres compatriotes qui me suivent. Vous allez même dans le pays développé, où ils n'ont plus d'infrastructures à financer. Généralement, les projets sont à très long terme, 10 ans. Vous allez suivre les différents candidats en France parce que c'est le pays avec lequel nous parlons la même langue. C'est toujours des programmes, des plans de 10 ans, alors qu'ils n'ont plus grand-chose à financer comme infrastructure. Parce que la mise en œuvre d'un programme exige une certaine continuité. Et tout en ayant un mandat de 5 ans, il peut engager la République du fait de ce mandat sur les longs termes. Et des projets que les autres présidents qui vont gagner après lui, même s'ils sont de l'opposition, ils devront respecter cela. Parce que c'est des projets engagés par une autorité qui avait la légitimité et qui avait des compétences pour engager la République. Ici, nous parlons de la République française. Donc, notre programme, il se chiffre pour les 10 années à venir à 300 milliards de dollars. Est-ce que tu es au Cani? 300 milliards de dollars. À quoi sont destinés ces 300 milliards de dollars et comment les mobiliser ou les financer? D'où viendra cet argent? Avant de parler de l'origine de ces 300 milliards, je voudrais d'abord vous utiliser, parce que nous utilisons ici le principe de la primauté des dépenses. Et si ka oyo na kotuna boy, soko ozali tata ya bana, na yo na madame, pour na kosala budget na yo, ya famille pour le mois ou le trimestre, est-ce que ba déterminera nano ba besoin, ba dépenses, to ba déterminera ba recette, à partir de la recette nde bosali ba dépenses. Toyokana. Bisognos toalia ou à majorité tous les parents. On est à la tête des familles. Les principes, il y a budget des ménages, même au niveau il y a l'État, c'est la même chose. Est-ce qu'on détermine d'abord les besoins, on chiffre les besoins sont d'autant, ensuite on cherche les moyens qui correspondent à ces besoins, ou vous faites vos besoins en fonction des recettes que vous avez. Moi, je vous dis, a priori, peut-être que ça viendra dans le débat, on commence par évaluer les besoins, la primauté des besoins. En vertu de ce principe, j'ai déterminé en disant que pour le Congo, pour les 10 années à venir, nous avons besoin de 300 milliards. Maintenant, ces 300 milliards, avant de chercher à savoir d'où ça viendra, je voudrais discuter, vous dire que la problématique pour moi, pour nous, Nouvel Élan et Mbonda, était de savoir quels sont les besoins de ce pays-là, le Congo. Nous avons dit que c'est 300 milliards. Ça s'est réparti comment, ces besoins? Une partie, c'est déjà de l'argent que nous avons et que nous avons chaque année, à partir de 2 dernières années. Là, nous jetons des fleurs à M. Tshisekedi honnêtement parce qu'il a triplé le budget de l'État. Les a bon côté. Mais maintenant, tu peux poser question le moment venu, qu'est-ce qu'il a fait de cet argent? Les a bon côté. Mais, je l'ai dit en tant qu'ancien Premier ministre de ce pays, moi j'ai trouvé dans les cadres comme chef de la majorité, Premier ministre, trouver le budget à 850 millions l'année qui a précédé la nôtre. On a doublé l'année suivante.
de 850 à 1,6 milliard. Et en partant, fin 2011, nous avons laissé le budget à 3,5 milliards. On a quadruplé. Je dis bien, on a quadruplé. Mais maintenant, la question est de savoir qu'est-ce que nous avons fait de cet argent-là qui s'est ajouté aux 850 qu'on avait trouvé. Nous reviendrons là-dessus, si pas dans le cadre de cette intervention, dans d'autres interventions, pour dire, je l'indique sommairement, on a augmenté, on a quadruplé les salaires des fonctionnaires. On a doublé les salaires de professeurs d'université après avoir doublé les effectifs de professeurs. On a doublé les salaires de médecins. Après, donc globalement, alors que le FMI, dans ses traditions, n'acceptait pas que le salaire représente 40% du budget des recettes. Mais nous, on l'a fait. Nous avons démontré que le pays était au sous-emploi de son potentiel et qu'il fallait injecter la liquidité au profit de la population à l'arrière-pays pour activer la valeur ajoutée ou la production nationale, ce qui a été fait et notre PIB a augmenté. Nous étions avant cela en mesure de payer les services de la dette, c'est-à-dire les intérêts ainsi que la tranche de principal restant due. C'est alors qu'on a obtenu l'annulation de la dette. Un peu pour dire que la question de la dépense doit être prioritaire. Alors pour revenir à ce que je disais, c'est à partir des besoins du pays que nous fixons les ressources à mobiliser. Quels sont les besoins du pays? Dans un premier temps, on doit, chaque année, sur les 300 milliards, il y a déjà 100 milliards qui sont acquis, qui correspondent aux 10 milliards que nous collectons aujourd'hui. Parce que ce que vous appelez candidat président de la République, ou bien chef de la majorité, comme je veux qu'il en ait ici au Nouvel-Élan et en Bonda, pour conduire les députés nationaux et provinciaux aux élections législatives nationales et provinciales, vous devez avoir les chiffres du gouvernement qui vous précèdent. Vous ne pouvez pas quantifier l'avenir ex nihilo, c'est-à-dire sans savoir vous partez de quoi. Quand vous ouvrez de votre bilan, si vous êtes élu, vous devez partir de l'existant et projeter l'avenir pour augmenter. C'est ainsi que nous, on a prévu d'abord de partir de 10 milliards actuels, nous projetons ça sur 10 ans. Ça, c'est les recettes que nous sommes sûrs d'avoir sans faire des réformes. Ça, c'est les minima qui financent la situation actuelle des dépenses, des salaires et autres. Mais maintenant, nous allons augmenter de 200 milliards en plus, dont 140 milliards. C'est des recettes additionnelles à l'interne, consécutives aux réformes que nous ferons au niveau de l'administration fiscale pour augmenter les recettes fiscales, douanières et autres pour les 10 prochaines années à hauteur de 140 milliards de dollars. Vous verrez dans les documents les tranches annuelles et comment ça augmente. Ça va augmenter avec deux facteurs. Ces budgets pour les 10 prochaines années, deux facteurs. Un, avec la croissance. Nous avons un taux de croissance qui part de 8% jusqu'à un taux de croissance à des chiffres autour de 11% pendant les 10 prochaines années, au cours desquelles, puisqu'il y aura croissance, il y aura augmentation du PIB et de l'assiette fiscale. Et aussi et surtout, nous allons améliorer les performances fiscales pour que le régime financier que nous allons motiver puisse augmenter leur capacité de prélèvement. Ce qu'on appelle taux de pression fiscale qui pourra aller jusqu'à 20%. Aujourd'hui, nous sommes à 15%. Donc, nous pourrons sur les 10 prochaines années ajouter aux 100 milliards qui sont acquis, 100 milliards qui sont acquis, 140 milliards en plus, auxquels il faut ajouter, puisque notre budget de dépenses est de 200 milliards, il faut ajouter 60 milliards qui feront l'objet d'un emprunt. 60 milliards. La question qui se pose, historiquement, ceux qui sont dans les autres Congolais, tout le monde a que tous les en 2008, FMI indima que Toko Tanyongo a 9 milliards. Baboye Sobabi,
Bouti, vous venez d'une forte dose de dette et on vient de vous désendetter. On ne peut pas vous autoriser à rentrer encore dans un endettement de 9 milliards alors que vous aviez 9 milliards ou 12 milliards de dettes que vous étiez incapable de payer. Ils ont accepté qu'on s'endette au lieu de 9 milliards, de 6 milliards, sur lesquels 3 milliards devaient financer l'investissement minier qui allait générer de quoi? Les 3 autres milliards que nous devions cette fois-là affecter aux investissements devaient aller être remboursés. J'indique en passant que sur ce total-là, on a décaissé 3 milliards pour l'investissement, 6 communes. Les 3 autres milliards, on ne nous a jamais donné, sauf 800 millions, en fait, 800 millions de dollars, auquel cas on nous doit encore 2 milliards et demi. Les 800 millions ont été dépensés à nos dépens pour des prestations qui ne représentaient que la moitié ou le tiers. Et à ce jour, la dette vis-à-vis des Chinois, qui devait de 3 milliards, n'a augmenté que de 800 millions de dollars pour des prestations qu'on ignore vraiment quantitativement et qualitativement. Mais les 2 milliards 200 n'ont jamais été décaissés à notre profit, alors même que les Chinois ont presque récupéré leur investissement. Ça, c'est dit en passant. Donc, nous avons une dette extérieure qui est autour de 5 milliards de dollars. Nous pouvons emprunter 60 milliards de dollars. Si nous faisons les ratios, en plus de 100 milliards qui existent déjà sur 10 ans, c'est-à-dire 10 milliards chaque année, en plus de 140 milliards que nous pouvons avoir dans le cadre de la fiscalité, ce qui ferait 240 milliards, les 60 milliards de dettes sont à notre portée. Pourquoi? Nous allons commencer avec 30 milliards et pour le premier quinquennat et 30 milliards pour le second quinquennat. Mais quand vous prenez les deux montants, c'est-à-dire 30 milliards plus 30 milliards, 60 milliards, vous les reportez, plutôt vous les rapportez à notre PIB d'ici 2033. Nous aurons un taux d'endettement qui va à peine approcher 30%. Alors que beaucoup de pays africains ont un niveau d'endettement qui dépasse les 50, 60, 70%. Donc nous, même empruntant les 60 milliards, c'est toujours en deçà non seulement de nos besoins, mais aussi en deçà de notre capacité à rembourser et à supporter la dette. Donc voilà un peu comment nous allons financer notre plan décennal avec 100 milliards qui existent déjà, que nous projetons sur 10 ans avec 10 milliards chaque année. Ça c'est acquis, parce que nous sommes partis de 3 milliards avec les mandats de M. Tshisekedi, je crois, en 2020, c'était 3 milliards parce que M. Tshisekedi, plutôt M. Kabila, n'a presque pas augmenté le budget de l'État. C'est lui qui était le chef de la majorité en 2020. Et sans majorité parlementaire avec Ilunga et Lokamba, n'a pas, après avoir évidemment augmenté le budget des 3 milliards que j'ai laissé en 2011, pendant 10 ans, ils ont augmenté un peu le budget de l'État jusqu'à 4, 5, 6 milliards, mais en réalité, ils ont rechuté pour atteindre les 3 milliards 200 que j'avais laissé comme budget. Et c'est après que cette augmentation qui nous a amené à 10 milliards a eu lieu. Et moi, je voudrais insister ici sur la qualité des dépenses faites avec ces ressources additionnelles. Ça fera l'objet d'un débat. Alors donc, je me résume en disant, notre programme, nous voulons les financer avec 300 milliards de dollars. Donc 100 milliards existent déjà sur 10 ans, 10 milliards chaque année. Et les 200 milliards viendront d'une part de l'augmentation de l'assiette fiscale consécutive à la croissance que nous allons réaliser. Et les 140 milliards et plus de 60 milliards sera l'objet d'un emprunt. J'indique en passant, c'est un emprunt concessionnel autour de 8%, 7%, mais qui est à notre portée et en termes du volume de la dette comparé au PIB, parce que le PIB lui-même va augmenter.
Nous avons un PIB aujourd'hui qui est autour de 70 milliards. L'année prochaine, il peut arriver à 80 milliards, c'est selon nos calculs. Si c'est déjà aussi les calculs du FMI, si notre taux de croissance se maintenait, et à l'horizon 2033, c'est 10 ans après, nous aurons un PIB de 200 milliards de dollars. Et par rapport à ce PIB de 200 milliards, si nous avons une dette de 60 milliards, ça ne représentera que 30% de notre PIB, auquel cas nous serons toujours au bas de l'étage des pays endettés en Afrique et dans le monde de manière générale. Voilà, comme je vous ai dit, j'allais me limiter à présenter les coûts financiers de notre programme, l'horizon de ces plans que je voudrais décennal pour donner des perspectives d'avenir pour le pays, parce qu'on ne peut pas raisonner pour un pays qui a un retard de plusieurs décennies, qui n'a jamais, presque jamais depuis l'indépendance et même avant l'indépendance, puis construit ces 55 000 km de routes, qui a un déficit énergétique qui implique qu'on doit financer les infrastructures en ce qui concerne l'électricité, l'hydroélectricité avec Yinga, qui a des retards en termes de nombre de ponts, de nombre d'aéroports, un déficit sur le plan de l'eau potable. Tous ces déficits nécessitent 100 milliards, dont 60 milliards peuvent faire l'objet d'un emprunt que nous pouvons facilement mobiliser compte tenu des ratios auxquels je viens de faire allusion. Et les 40 milliards autres qui peuvent venir de notre financement interne, donc ce qui fait 100 milliards pour financer la construction du Congo. Mais je voudrais indiquer en passant, la question est de savoir, est-ce que nous sommes en mesure de mâcher, de digérer 100 milliards de dollars en 10 ans? Parce que, excusez-moi, ce qui nous doit lier bien, tout allié à est-ce que non. Si tu dis que le Congolais doit manger 3 fois par jour avec un souper, non, avec un goûter, est-ce qu'il va remplir ces programmes-là? Puisque dans l'entretien, parce qu'au PC, pourquoi j'ai dit cela? L'État congolais est très faible en termes d'administration. L'État congolais est faible en termes de division du travail. Division qui veut que certaines routes soient faites par les provinces, parce qu'il y a des routes dans les 55 000 km, dont 3 000 seulement sont faites. Sur les 52 qui restent, il y a des routes nationales, c'est 20 000, des routes provinciales prioritaires, 20 000. La différence, c'est des routes provinciales secondaires. Si nous disons que l'État congolais doit faire toutes ces routes pendant 10 ans avec 100 milliards de dollars, il n'y a pas que des routes, il y a d'autres infrastructures dont je parlais. Est-ce qu'administrativement parlant, politiquement parlant, nous sommes capables d'utiliser cet argent et de faire ce travail? Non ou oui? Parce que nous, on nous a dit, je ne sais pas, moi j'étais déjà parti. Nous avons eu 3,5 milliards, 3 milliards de Chinois, on était incapables de consommer ça. Ne fût-ce que de présenter les études, c'est ce qui est dit par ceux qui sont restés. C'est l'accusation du gouvernement chinois. Parce que j'indique en passant que le gouvernement chinois, non seulement, plutôt que le gouvernement chinois nous doit, étant donné que le contrat qu'on a signé avec les entreprises chinoises, nous l'avons signé avec la caution du gouvernement chinois. De sorte que les dysfonctionnements, de sorte que les non-décaissements de l'argent des Chinois et le manque à gagner ou le coût d'opportunité, si nous devons les facturer, c'est à charge de celui qui a été la caution et qui se trouve être le gouvernement chinois. C'est pourquoi souvent je suis en colère avec ces pouvoirs-là, enfin, les Chinois. Donc la question qui se pose, au-delà des chiffres que j'indique, en ce que les 60 milliards sont à notre portée par rapport à notre capacité de remboursement, il se posera un problème de capacité d'utilisation ou de consommation. Bago pesa yo mbongo sale lango mbongo ezotula na banque parce que tu ne sais pas t'organiser.
utiliser cet argent? Cette question, nous, on a une vision. Parce qu'ici, nous présentons l'état des lieux. Nous avons une approche que nous allons proposer les moments venus. Et puisque nous avons, je promets, d'articuler notre programme au fur et à mesure, on vous a parlé du chiffrage, du coût de notre programme. On reviendra sur, on a inversé la démarche volontairement. Nous viendrons pour maintenant indiquer les diagnostics qui a justifié les choix des réformes qui sont aujourd'hui à 60 réformes, dont 10 pour le président de la République, chef de l'État, 10 pour les provinces et 40 pour le gouvernement central, le gouvernement national. Donc nous reviendrons pour donner les différentes ventilations, y compris en ce qui concerne la manière d'utiliser les 60 milliards, parce que alors que nous sommes en mesure de mobiliser cet argent, parce que nous remplissons tous les critères macroéconomiques, nous risquons de ne pas être en mesure d'utiliser cet argent à cause de la déficience de nos administrations et de notre pouvoir politique. Je vais m'arrêter ici pour vous donner l'occasion de poser des questions. Je vous remercie. Merci beaucoup les candidats de 2024. Sous vos applaudissements, nous est-ce qu'on peut encore applaudir très fort, très fort, très fort? En quelques mots, je vous avais dit qu'on appelle l'homme des chiffres. Et la vérité se trouve dans les chiffres. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, fidèles auditeurs de Top Congo FM, comme vous savez bien l'entendre, nous sommes toujours au centre culturel Boboto dans la commune de la Gombe. C'est pour la présentation du programme de gouvernance 2024-2028 du candidat numéro 24, Adolphe Muzito, programme appelé pour libérer le Congo et le Congolais de la pauvreté. Adolphe Muzito qui venait de donner les grandes lignes de son offre politique. Adolphe Muzito qui a parlé de 3 volets ou échelons du pouvoir. Il fallait commencer par là, le pouvoir du président de la République. Il a parlé également de compétences du gouvernement, mais aussi les compétences des provinces, avant bien sûr d'amorcer les réformes. Il a commencé par poser le diagnostic. Ce sont des réformes qui nécessitent le diagnostic. Je dis bonjour aux Manzanza qui me rejoint ici. Bonjour Dominique Dinanga, et puis on va dire bonjour à tous les auditeurs. Là, on vient justement de suivre le discours programme d'Adolphe Muzito qui est candidat à l'élection présidentielle. Adolphe Muzito qui a présenté aujourd'hui son programme avant de se déployer pour commencer la campagne électorale de Dominique Dinanga. Vous allez... Ok, merci bien. Osé Manzanza, avant de faire la synthèse de ces différentes réformes, c'est l'étape de questions-réponses. Même avant de prendre les questions-réponses, il a parlé quand même de l'amélioration du social de Congolais. Alors, on va aller donner le micro aux confrères qui vont poser des questions pour permettre justement au candidat Adolphe Muzito de pouvoir répondre. Adolphe Muzito, que je rappelle, est candidat numéro 24, donc Adolphe Muzito qui va répondre aux questions des journalistes et aux questions des participants. Les participants qui sont ici dans la salle Boboto à Kinshasa. Nous prenons déjà la première question. Merci beaucoup pour la parole. Moi, c'est Moïse Dianichai. Je suis de 7 sur 7. En tout cas, nous venons d'assister là à un cours d'économie et finances. Mais nous sommes quand même restés sur notre chef, comme vous l'avez dit tout à l'heure, parce que j'aimerais savoir, l'ancien Premier ministre a parlé de plus de 60 réformes. Est-ce qu'il peut nous étayer quelques-unes de ces réformes, c'est-à-dire que lui-même considère comme des réformes phares, et s'il peut aussi nous en donner le coût dans l'ensemble des propos qui vient de nous étayer ici. Merci. Merci beaucoup. Donc nous allons partir... Voilà, c'est l'étape
de questions-réponses qui se poursuit. Et ce sont les journalistes, bien sûr, qui posent deux questions. Merci beaucoup pour la parole. Je vais poser la question en lingala. C'est Ben Kaimbe pour les comptes de Face Télévision. Alors, nous avons suivi Lani Bongo, candidat président numéro 24, a présenté le programme naïe décennal. Même au Tuna, il y a les bossons pour notre ami il y a les bossons des amis. Soti, le programme, il y a Malam, le Lengue Oyo a présenté. Pourtant, Lelo, Baneko Moussousou, il y a opposition, leader Moussousou, Ozaki Nabango, Elongo, Bazali Peko Sangala autour d'un programme commun, Yamalam, le Kola Nenge Yotiko présenté. Pourquoi vous n'avez pas estimé que Lelo, comme ma projet Yamalam, était Baninga Wana Moussousou, Bacha au poids, pour être projet Zali Malam pour la Congo? Première question. Deuxième question, c'est que ici, vous avez parlé des pressions fiscales, régime Yamalam où il y a remboursement pour solliciter prêt, il y a 60 milliards. Mais comment comptez-vous vous y prendre avec, quand vous parlez de la pression fiscale, vous parlez des remboursements? Pourtant, il y a déjà des mécanismes mis en place par ces mêmes régimes. Allez-vous continuer avec les mêmes systèmes que ces régimes où vous avez des réformes fiscales que vous allez apporter pour que tout ce que vous avez dit se matérialise? Merci. Merci. Dernière personne, derrière vous, Jean. Voilà. On termine avec les comptes. Merci pour la parole. Moi, c'est Symphorien Katumba. Je suis journaliste au journal L'Explorateur. J'ai bien suivi l'excellence dans l'entièreté de sa proposition. Bon, ma question est de savoir, est-ce que s'il y a la bonne main tendue vers l'extérieur pour les finances? Allez, on va continuer en attendant de prendre bonnement la question. En matière de partenaires extérieurs, si du moins il est demandé que vous soyez financé, est-ce que vous allez accepter cette main libre pour que vous accompagniez dans ces processus en matière de financement? J'ai dit qu'en matière de financement, s'il y a des partenaires extérieurs, vous demandez à vous appuyer dans votre projet en matière d'espèces d'argent, est-ce que vous allez accepter ou pas? Merci. Attends, s'il me demandait d'accepter les financements extérieurs, si je vais accepter, c'est ça. Mais ça va de soi, non? Puisque je demande que nous puissions nous endetter. Moi, je n'ai pas peur de la dette. Je n'ai peur de la dette que quand elle est affectée à la consommation, aux dépenses de consommation ou aux dépenses de fonctionnement de l'État. Mais quand elle est destinée, cette dette, à financer les infrastructures qui sont nécessaires à l'augmentation de la valeur ajoutée nationale, c'est-à-dire augmenter le PIB, permettre que l'agriculture, qui aujourd'hui ne participe pas à la création de la richesse, la croissance, quand vous regardez la croissance de notre pays, les taux de croissance, la part de l'agriculture est presque faible, moins de 1%. Et c'est le secteur minier qui participe pour 99% à l'accroissement de la richesse du Congo. Or, le secteur minier, c'est un secteur à capital intensif et non pas à travail intensif. Ça signifie que la valeur ajoutée créée par le secteur minier va au profit de l'investisseur qui est totalement étranger. C'est-à-dire que 90% de la richesse générée par les mines sort du pays parce que ça rémunère celui qui a investi et qui a investi presque 90% de l'investissement global. La part qui revient aux Congolais est faible, très marginale. C'est le secteur agricole qui, s'il participait à la croissance, pouvait redistribuer la richesse au profit des Congolais parce que c'est un secteur non seulement qui rémunère grandement qui rémunère le travail, mais aussi parce que ce travail-là serait congolais. Les surplus générés là-dedans profiteraient à rémunérer le paysan congolais et augmenterait son pouvoir d'achat. Et en même temps, cette agriculture couvrirait nos besoins de consommation, au lieu que nos besoins de consommation soient couverts par des importations. Ce qui fait d'ailleurs qu'on a besoin beaucoup de devises pour importer à manger,
là où on devait faire des économies de devises et surtout créer des devises en produisant sur le plan agricole aux voisins et à l'étranger et faire des économies de coûts parce que nous importons des devises, parce que nous importons sur la balance des paiements, parce que nous importerions moins. Donc c'est tous les paradigmes qu'il faut modifier. Alors là, quand vous me posez la question de savoir s'il y a des financements extérieurs, je vais accepter ou pas. Oui, j'en cherche pour financer les routes, dont les routes nationales, provinciales, mais surtout des secteurs agricoles, dont dépend l'accroissement, l'augmentation du PIB et du PIB au profit des Congolais, parce que dans le secteur agricole, ils participent à la création de ce PIB, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui avec les secteurs miniers qui, en fait, contribuent à plus de 90% à l'augmentation de la richesse. Votre première question, je vais commencer par les bas. C'était la seule question. Hein? Bon, je vais répondre aux 3 premières questions. Vous dites vous dites que je puisse donner quelques mesures phares. Toutes les mesures sont importantes, mais je mets l'accent sur la rétrocession. Il faut une réforme qui rend automatique la rétrocession au profit des provinces pour leur permettre d'exercer leurs prérogatives aujourd'hui confisquées par le pouvoir central. Ce qui fait d'ailleurs que nous ne sommes pas devant des provinces. J'ai dit que nous n'avons pas les provinces. On n'a que des entités déconcentrées et non pas décentralisées. Le pouvoir des provinces est confisqué par le pouvoir central. C'est une dictature qui ne dit pas son nom. Et donc le pouvoir central confisque les ressources qu'il gère et rétrocède peu et mal, ne permettant donc pas aux provinces d'exercer leurs prérogatives. La mesure phare, l'une des mesures phares, c'est en fait l'effectivité de la rétrocession. Deuxième mesure, dans le même contexte, nous voulons que la rétrocession aux provinces passe de 40% à 50%. Et que le fonds de péréquation retienne 10% au profit des provinces supposées pauvres. Moi, je considère que toutes les provinces sont pauvres. Ça ne sert à rien de dire que celle-là est pauvre, l'autre est riche. Moi, je n'en connais pas qui soit riche. C'est un nivellement par le bas que de dire, par exemple, que le Katanga est riche. Et puis, quand on parle du Katanga, lequel? Parce que quand on a fait toutes ces choses-là, les rétrocessions, les Katanga étaient un. Il y avait les Haut-Katanga, il y avait les Olomami, il y avait les Tanganiques, ainsi de suite. Il n'y avait que les Haut-Katanga qui, d'ailleurs, aujourd'hui, participent pour l'essentiel à la rétrocession et retient plus ou moins beaucoup plus de la rétrocession qui, pour moi, est déjà insuffisante. Et que cette même province n'a pas de ressources propres en termes significatifs. Donc, il faut augmenter la hauteur de la rétrocession et augmenter et puis maintenir les 10% pour que l'État régalien se contente de 40% au lieu de 50%. Je dirais 60% actuellement parce que même la caisse de péréquation ne fonctionne pas. L'État s'accapare de tous les 60%, je dirais même de tous les 100% en termes de gestion. Donc ça c'est une des mesures phares. Mais je tiens aussi à la titrisation des terres. Titrisation des terres. Parce que la terre aujourd'hui, depuis Léopold II, qui a confisqué le sol et le sous-sol, quand il est parti, il a laissé la Belgique, qui avait le contrôle et la propriété du sol et du sous-sol. Et quand nous sommes devenus indépendants, ce sol et le sous-sol est revenu aux Congolais, mais pas au peuple congolais qui était le propriétaire originel. Les 450 tribus qui ont signé avec Léopold II, qui lui ont cédé toutes les terres, parce que Léopold II leur a donné juste d'espace à faire la chasse, la pêche et couper le bois. Jusqu'à ce jour, la terre appartient à l'État. Cette fois-ci, l'État congolais, supposé être le gestionnaire de la terre, ce dont je doute parce qu'il ne fait pas la mise en valeur. Les espaces qui sont confisqués, enfin, qui font l'objet de l'exploitation sont loin d'être des espaces destinés aux Congolais, moins encore aux communautés locales. Je veux qu'on titrise les terres, de manière à ce que les terres titrisées aillent auprès des communautés locales à qui il faut donner une personnalité juridique pour qu'ils aient des espaces, ou qu'elles aient ces entités-là de l'espace, notamment les communautés et les autorités locales,
et traditionnels et puissent négocier un partenariat avec les investisseurs étrangers sur leurs terres ainsi utilisées, quitte à ce que l'État garde d'autres terres, notamment les terres, les espaces des forêts et autres, dans le cadre de la copropriété indivise. C'est une mesure que nous allons bien expliquer parce que c'est le début du capitalisme endogène. Et quand je parle de la terre, je ne parle pas de la terre comme les sols, mais aussi les sous-sols. C'est un grand débat. Je me limite là parce qu'il y a beaucoup de mesures. C'est 40 au niveau national, au niveau gouvernance central, c'est 10 au niveau régalien, c'est-à-dire des chefs de l'État, et 10 au niveau provincial. Alors, à propos de l'opposition, à propos du programme commun de l'opposition, moi j'ai suivi quelques projets présentés. Bon, il y en a même qui n'ont pas présenté des offres politiques, mais qui se sont limités à présenter un projet de société. Parce que vous connaissez la différence entre projet de société et programme. Vous connaissez la différence? Il y a des candidats, au lieu de présenter un programme pour lequel ils veulent... Parce que le programme, c'est des mesures concrètes, des projets concrets que vous voulez financer pour les 5 ans ou 10 ans. Mais un projet de société, c'est comme la Bible. Les pasteurs ne viennent pas énoncer le principe biblique dans l'ensemble. Ils viennent vous donner des enseignements sur un domaine spécifique en rapport avec la semaine, pour parler des catholiques. Donc, au-delà du projet de politique, qui est qu'en fait le catéchisme du parti, le principe de base. Vous êtes de quelle idéologie? Vous voulez quel État? Tous les principes. Vous êtes de gauche ou de droite. Ça, c'est la vision à long terme. Mais cette vision, il faut la matérialiser avec des mesures concrètes et des coûts pour un mandat. C'est des choses concrètes et chiffrées. Ce n'est pas un projet, parce qu'un projet n'a pas de chiffres. Un projet dicte les principes, les faisceaux de valeurs que vous défendez. Je crois qu'il y a une grave confusion à ce sujet. Suivez attentivement, vous allez sentir que... D'ailleurs, tous ces politiciens, vous sentez qu'ils passent leur temps à se chamailler. Ils passent... C'est difficile, ces gens. Bon, moi, je ne suis pas contre la chamaillerie. Mais la chamaillerie, eza lokola ko swana eleki musala. Bozo swana koleka musala, bozo bakolibe bambwakela, mais c'est honteux. Nous ne pouvons pas nous permettre cela, on n'a pas le temps même de... Non. Il faut dire, vous voulez faire quoi, quel est vos diagnostics, quelles sont vos mesures et comment vous allez financer ça. Mais vous savez que Trump et Biden se chamaillent beaucoup, mais vision, projet et l'équipe Bambouakela. Chez nous, il y a plus de Mbouakela que de projets et de visions. Mais c'est honteux. Nous n'avons pas le temps de nous chamailler. Nous avons le même peuple, que chacun s'adresse à son peuple. Qu'est-ce qu'il va faire dès qu'il est là? Les abongotés, hein? Mais batu oyo. Bazo swana. Et alors quand Bassi a des balles, il y a des polygames. Hein? Est-ce que parmi bino ba polygame bazali? Au monde ici koyo. Polygame, au lieu de soigner la moussala, au seigneur, il va la bana balia, bango ba soigner la mobile. Au monde est bongi mbanda, ala qui s'embanda na que ye ayebi ko lamba, alambe la mobile na bana, ce qui eza tourna ye bana balia ka temps. Na mbongo muke, azo sala. Makusa ebele, hein? Nambongo muke kaka. Yo musala na yo, hein? Kopakola tile, ko aussi bi musala te. Mais olingi kaka monzemba ou monzele, ba jeune boyebi lingala te, hein?
olingi kaka bolingo mais musala o eseli ke bolingo ezala oyebite eza bongo te bazo swana mingi mais eloko mpe bazoswanela ole baswanela Congo mais bazoswanela bokonzi ole bazilakisa ye musala na ye bareforme na ye ezali boye budget na ye ezali boye akosala boye mpo na Congo etendre boye bazobwakana kaka bambwakela ke ye aleki moninga moleki ye na nini hein? Oh. Et puis campagne yango campagne yango bakei ko bandela yango na intérieur ya pays. Il faut campagne bandana ki chasse eza bongo te. La bongisa nanu epai yo zali, epai capital ezali, eza bongo te. Oh, biso tokubandana Kinshasa, eza bongo te. Kinshasa d'abord ezali place ba institution ezali. Epai ba chômeur baza elebele koleka. Epai nzala eleki makasi eza bongo te epai batu baza kolala 20 na mwanda moko mupepeza te eza bongo te batu mususu bazovanda presque na pembeni ya ebale eza bongo te alors oyo etali botuni pona nini tosangani na bango te likambo ezali ya kosangana ya musuni te toboyi kosangana ya bato tolingi tosangisa programme projet eza bongo te mais toyoka na ba programme projet na yoki wana eza mwa pasi. Nous sommes encore là, c'est la de questions-réponses qui se poursuit. C'est une véritable interaction entre le candidat numéro 24, Adolphe Mouzito, et ses partisans qui sont ici au centre culturel Boboto. Voilà, on va poursuivre avec la série de questions-réponses. Voilà. Merci. On va prendre une autre question. Soit tous les deux. Soyons disciplinés. Tozali na programme oyo ezali na banzi 7e to 8e tribune tolobaka Kinshasa l'enfer au paradis. Est-ce que boyebi que Kinshasa ezali lifelo na kati ya paradiso? Boyebaka ngo Kinshasa bakaboli yango biteni misato. Kinshasa bakaboli yango biteni misato. Biteni moko ezali 10%. Pour yango Kinshasa ezali 10 000 km². Na pesi bino ordre de grandeur. 10% yango de 22 communes et vendus. Plus ou moins 1000 km². 22 communes et vendus kaka na 1000 km² sur les 10 000 km². Commune moko nsele yango moko ezali na munene loko la commune 22 communes wana na munene nango ezali pe kaka 10%. Kuna batu bazali à peu près toyokana
1 million. Parce que Kinshasa a 20 millions d'habitants. 18 millions, Vandi n'a été à 10%. 1 million, Vandi n'a scellé. Scellé en moko comme tout le monde. Vous avez l'occasion de voir les chiffres à boiter. Il y a un monde qui est parce que dans le temps où vous voyez les Makambouana, vous avez un sous azati. C'est les gens qui ont des moko, banda gombeti, okei na, okei na aéroport, ils allaient à peu près 1000 km². Donc 10% na munene ya Kinshasa yango wana 10%. Mais baza kuna baza 18 millions d'habitants. Donc basangani lwanzinzi. 1 million batu bavandi na nsele. Yango moko nsele za munene loko la munene ya 20 ya 20 oh bisika batu 22 plutôt bisika batu aliboso bazato 18 millions bazali. Nsele yango moko eza 80% ya superficie. Mais batu bavandi kuna environ 1 million. Donc Maluku donc eza 80% espace mais batu bavandi kuna baza presque 10%. Yango nde bongi to fungola yango to tunga banzela to tunga mboka to tunga tout ya logement tout ça la crédit social to développer yango nde kopesa bakino misala tant boza kolela que biso ba chômeur bino bana Kinshasa bo wayi bozala ba chômeur te boza capable ya kosala misala ya maboko boza capable ya kosala ba briquetier. Vous êtes capable de faire un charpentier. Vous voyez que vous avez 2 semaines pour voir les lignes. Et puis, vous êtes capable de faire la banda même il y a 5 000, 10 000. Au bout de 2 ans, vous avez déjà na bandako. Et ça bon côté. Parce que tout le programme n'a pas développé au fur et à mesure. Pour nous se plaindre en tant que chômeur, il y a un travail qui est chômeur. Ceux qui ont développé côté à Malukukuna, pour nos bateaux, batondi et pas iboé, na 22 communes, Gombeti, na Nini Kuna, na Kimbanseke, bako kakozwa misala, ndenge bako na secteur, il y a une construction. Bako kapé aux banda ou banda se loger pour qu'ils chassent à côté et zoana nous moi mon pépé. Et ça bon côté. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'espère que vous avez bien parlé concernant votre passage en qualité de l'ancien Premier ministre. Présentez-vous. Oui, excuse. Je m'appelle Monsieur Mathieu Ntsaka. Oh. Merci. J'allais dire ceci, Monsieur le Président. Vous avez parlé là sitôt que... Allez-y en français, je pourrais traduire. Allez-y. Oui. Vous avez parlé de Monsieur Mathieu Ntsaka. Vous avez parlé en qualité de l'ancien Premier ministre. Le budget de 3 milliards 200 que vous avez laissé depuis 2011. 3 milliards. 3 milliards 200. Vous avez 3 milliards 500. Merci, Président. Vous avez démontré comment l'avancement et les avancements, ainsi de suite. Mais je me pose une seule question. Si Koyo, en qualité de président de la République en 2024, parce que le chiffre qu'on a eu sur 24, c'est que 2024, vous avez nouveau départ. Est-ce que au travailler na ba voleur au baleka to orosala makamusu ya sika o permettre que vol ezalate na kati ya Congo. Merci. Merci beaucoup. Na répondre question moko parce que so ezebele musu na komo sotango. Bien. Mon cher ami, merci na mutuno yo tuni. Boyebi ke ngai ndenge nazalia on a travaillé na ba institution de Bretton Woods. FMI, Banque mondiale. La sali conclusion, il y a une revue qui permettre que annuler dette. Qui permettre que FMI et Banque mondiale bandi maketo kokako tanyon. Les abongotés. Alors, je suis un modèle de ce point de vue-là.
Donc, transparence, rigueur, évaluation. Parce que tant on a il y a 60 milliards. Il faut qu'on ait des bailleurs de fonds à la multilatéraux ou bilatéraux. Multilatéraux, ils vont nous prêter l'argent sur le marché financier international. Mais les FMI et la Banque mondiale, qui sont les gendarmes, qui sont la caution pour un endettement et qui en assurent le suivi des gestions, devra être là pour certifier nos comptes, pour s'assurer que la gouvernance est transparente, pour s'assurer que nous sommes capables d'utiliser cet emprunt, mais aussi de rembourser sans entrer en faillite. Donc, nous formerons le gouvernement. D'abord, je vous dis en passant, il est difficile au niveau gouvernemental de réaliser la majorité parlementaire nécessaire. Je présume, hein, si vous lisez, je crois, la 8e tribune, vous allez voir qu'en termes de majorité parlementaire, aucun parti n'atteint 20%. Et c'est là depuis que nous avons repris avec la démocratisation. Les partis sont trop faibles et il est possible qu'on en soit à l'organisation d'une coalition qui sera difficilement mise en place et qui va dépasser le seul cadre de l'union sacrée. Donc nous, si nous avons la majorité présidentielle, nous serons obligés de nous ouvrir à l'union sacrée pour former la majorité parlementaire. Mais c'est cette majorité parlementaire qui devra faire le travail. Et avec un Premier ministre et les différents ministres, nous voulons faire fonctionner l'institution judiciaire comme on aura et aussi faire que le Parlement soit à la hauteur pour sanctionner, soit judiciairement pour ce qui est du pouvoir judiciaire, soit politiquement pour ce qui est de la majorité parlementaire, le gouvernement qui ne va pas bien gérer les choses. Merci. Oui, merci pour la parole. Moi, c'est le journaliste Emmanuel Lefia de l'agence congolaise de presse ACP. Alors, monsieur Moussissi, vous avez dénoncé les contrats sino-congolais, un contrat qui n'a pas profité au Congo. Aujourd'hui, la Chine est l'un des pays florissants en matière financière et économique dans le monde. Est-ce que vous fixerez pas un partenaire fiable en cas de votre accession à la magistrature suprême? Alors, la deuxième question. Le régime actuel, le régime de M. Tshisekedi, est en train de mener des discussions jusque-là avec la partie chinoise pour pouvoir rééquilibrer ces contrats sino-congolais. Si c'était vous à annuler, auriez-vous annulé systématiquement les contrats ou penseriez-vous à pouvoir la dénouer? Merci. Vous allez gentil, Madame Tozo Luba. Merci. S'il vous plaît. Bien. En ce qui concerne les contrats sino-congolais, moi je crois que les Chinois nous doivent plus que le 2 milliards 200 qui reste parce qu'il faut des intérêts de retard. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas décaissé cet argent alors que nous l'avons presque déjà remboursé avec les cash flow qui nous revient plus ou moins 32% du cash flow réalisé par Sicomine. Et qu'on doit avoir beaucoup plus d'argent qui devait servir au remboursement de cette dette et qu'aujourd'hui on aurait déjà les routes, les PIB du Congo auraient augmenté et voilà que nous ne l'avons pas fait. Il y a un coût d'opportunité en termes de développement du Congo à cause de ces contrats qui n'a pas été respecté et pour lesquels nous avons donné en gage l'exploitation de nos minéraux. C'est tout simplement inexplicable et inacceptable. Pour moi, il faut... D'ailleurs, cet argent pourrait, si nous les mobilisons, devait servir des crédits relais pour qu'au début du quinquennat, puisqu'on n'aura pas encore mobilisé l'argent que nous préconisons sur le marché international et même sur la trésorerie de l'État, que nous puissions disposer de cet argent pour commencer à financer le projet que nous aurions dû financer par les recettes propres ou par des emprunts extérieurs autres que ce que nous doit la Chine. La deuxième question. La deuxième question est de savoir si vous allez pouvoir continuer avec ces contrats chinois. Oui, on va continuer
on va continuer en termes d'obtenir qui nous paye l'argent. Le contrat n'a plus de raison d'être parce que Sicomine est en train de parachever les remboursements de cet argent que nous n'avons pas. Est en mesure de... En réalité, on devait commencer à nous verser notre part du cash flow en considérant que la part déjà récupérée par les Chinois couvre les 3 milliards, couvre les 800 millions qu'ils ont décaissés et va même au-delà. Donc, j'ai dit, il faut, maintenant, avec les Chinois, on peut négocier d'autres financements, mais en ayant tiré la leçon pour lancer les premiers contrats qu'on a signés. Ben, il y a d'autres bailleurs sur le plan international, hein, parce qu'il faut savoir que nous sommes de l'OTAN. Je dis bien, nous sommes de l'OTAN, n'est-ce pas? Nous sommes de l'Occident, c'est eux qui nous ont colonisés, c'est nos partenaires traditionnels. Nous allons profiter de cette concurrence avec les autres pays. Comment on les appelle? Le pays de... Comment la nouvelle organisation là? BRICS. Voilà. Pour nous positionner avec nos partenaires occidentaux qui aujourd'hui ont besoin de nous pour les minéraux que nous avons, étant donné leur importance stratégique pour les climats. Désormais, nous avons un moyen de pression qui représente d'ailleurs dans les documents que vous avez plus ou moins, nous avons l'équivalent de 11 000 milliards de ressources naturelles dont dépend l'avenir de l'humanité. Et donc nous pouvons, et c'est ce qu'on a prévu ici, créer un fonds souverain qui sera gagé par ces potentiels miniers et fonciers et forestiers. Donc, Chinois continuent avec oui, mais en tirant les leçons du passé. Dans l'entretemps, demander à nos partenaires de l'OTAN d'intervenir chez nous. Nous, on a de quoi à donner, même donnant, on leur donne les minéraux. On tire de notre fonds souverain pour l'équivalent de 100 milliards, pour construire le Congo. C'est une question de rapport de force. Merci. Merci. Merci, Président. Moi, je suis fan de la presse. Je suis M. Boni Naboto de Janvier. Je suis candidat, membre de Mbonda, mais c'est plus dans une démarche pédagogique que je vais poser cette question pour éclairer, que vous puissiez éclairer la lanterne. D'abord, tout d'abord, je voudrais vous féliciter pour ce programme hautement chiffré qui se différencie des poésies qui sont souvent présentées par d'autres candidats où il y a la littérature mais sans aucun chiffre, donc difficulté de pouvoir se situer. Alors, vous avez épinglé un problème qui est vrai dans notre pays, c'est la faiblesse de l'administration. L'administration se le montre mou lorsqu'il s'agit de la gestion de la chose publique dans notre pays. Nous vivons à l'ère numérique, nous avons un personnel vieillissant, nous avons parfois des recrutements qui sont de l'ordre de l'arbitraire et tout ça, toutes ces défaillances mises côte à côte font que notre administration n'est pas performante au point de pouvoir accompagner cette dynamique de développement. Alors nous, au niveau de Mbonda et Imperium, incarné par votre candidature à la présidence, qu'est-ce que nous proposons en termes de réforme de l'administration pour faire en sorte que elle, qui est la colonne vertébrale dans la gestion de la République, puisse bien soutenir les efforts de développement et puisse faire émerger la capacité d'absorption de tous ces milliards qui pourraient être injectés dans le développement de notre pays durant les 10 premières années à venir. Merci. Merci, je crois que c'est la dernière question. On va faire, chaque jour on fera des réunions de cette nature, en plus des meetings qu'on va tenir. Eh bien, s'agissant de l'administration, vous dites que c'est le ventre mou. C'est elle qui est faible. Oui, elle est faible, mais elle n'est pas la cause de sa propre faiblesse. C'est le pouvoir politique qui est faible. C'est le pouvoir politique qui crée l'administration, qui a le pouvoir de nommer jusqu'à un certain échelon. Mais ceux qui détiennent ce pouvoir, nous autres, nous n'avons pas mis en place une bonne administration. Nous n'avons pas, vous avez parlé du caractère vieillissant de cette administration.
nous n'avons pas mis à la retraite à temps des gens qui déjà à ce jour ont 80 ans. Pas d'indemnité de sortie, pas de pension de retraite, et ces vieillissants, alors qu'ils devaient sortir au fur et à mesure avec des indemnités de sortie, avec des pensions de retraite, après avoir été bien payés, vous vous rendez compte que moi j'ai augmenté le salaire, mais ce salaire a baissé en pouvoir d'achat. Celui qui avait 2000 comme professeur d'université, aujourd'hui il a 1300. Même si le montant a augmenté en nominal, c'est-à-dire en francs, mais en réel et en monnaie nationale, en termes de pouvoir d'achat par rapport à la devise de référence qui est le dollar, ça baisse. Donc le problème, il est politique, mais vous le ressentez par ses effets au niveau de l'administration. Ce qu'il faut faire, c'est commencer à dégager en augmentant le budget de la retraite et aussi de la pension de retraite, et commencer à recruter des jeunes, non seulement parce qu'ils seront formés, ils doivent être formés, mais aussi ils seront suffisamment jeunes pour travailler pour la République, tout en augmentant l'amélioration. Donc l'administration est aussi faible parce que les gens sont mal payés. Donc il faut renouveler les personnels, il faut renforcer et il faut bien payer les fonctionnaires. C'est ça notre vision. Voilà, merci beaucoup. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, aimables auditeurs de Top Congo FM, nous tendons lentement mais sûrement vers la fin de cette retransmission en direct depuis le centre culturel Boboto. C'est pour la présentation du programme de gouvernance du candidat numéro 24 à la présidentielle du 20 décembre prochain, Adolphe Muzito Fumuchi. Un programme baptisé pour libérer le Congo et le Congolais de la pauvreté. Nous allons revenir sur quelques lignes de son speech. Adolphe Muzito qui s'est vanté d'abord des performances réalisées alors qu'il était Premier ministre entre 2008 et 2012. Parmi les performances, il a parlé notamment de l'annulation de la dette extérieure de la RDC à plus de 90%, l'augmentation des salaires des agents et fonctionnaires de l'État, l'augmentation de salaire de professeurs d'université. Il a parlé des performances réalisées également sur le plan budgétaire. Le budget qui est passé de 800 millions quand il a pris les choses en main à 3,5 milliards de dollars. Il a parlé également de la maîtrise du cadre macroéconomique. Adolphe Muzito a annoncé plusieurs réformes, notamment sur le plan social, avec l'amélioration des salaires des enseignants, l'uniformisation des salaires des enseignants, paiement des enseignants non payés, l'amélioration des conditions salariales de magistrats également. Il a même proposé un montant de $2000 de salaire chaque mois, des réformes qui nécessitent de ressources financières importantes. Il a parlé du coup de son offre politique qui s'élève à 300 milliards de dollars de budget étalé sur 10 ans. Adolphe Muzito, c'est quand même rare qu'un opposant reconnaisse le mérite de celui qui gère la chose publique. Il a quand même dit un mot gentil pour Félix Tshisekedi qui a triplé le budget qui est passé à 10 milliards de dollars. Alors, il s'inquiète au moins de l'allocation de ces ressources. Qu'est-ce que cet argent a fait? C'est la question qu'il a posée. Alors, Adolphe Muzito a parlé de la capacité du pays déjà à mobiliser pour les 10 années 100 milliards de dollars en raison d'un budget annuel de 10 milliards. Donc c'est déjà la capacité actuelle de la République démocratique du Congo. Il faudrait donc 200 milliards supplémentaires pour matérialiser son programme. Et comment sûrement obtenir ces 200 milliards? Osé Manzanza, Adolphe Muzito a répondu à cette question. Adolphe Muzito a évidemment répondu à cette question, Dominique Odinanga.
quand il présentait son programme, il a parlé des recettes additionnelles qui seront justement la conséquence des réformes envisagées au niveau de l'administration fiscale, l'augmentation de l'assiette fiscale, l'amélioration et des performances fiscales, les réformes qui devront rapporter à l'État congolais, s'il est élu, 40 milliards de dollars américains. Les 60 milliards de dollars américains viendront des emprunts. Il a dit, il promet de combler les déficits sur les infrastructures, l'eau, l'électricité, et cela nécessite, selon ce qu'il a dit, 100 milliards de dollars américains sur 10 ans, comme vous avez précisé tout à l'heure, Dominique Dinanga. L'État congolais, justement, a une administration faible actuellement, ce qui justifie cette incapacité de mobilisation de ces fonds. Une fois élu, il promet de tout mettre en œuvre pour arriver à cela. Mais sur la question sécuritaire, Adolphe Muzito ne s'est pas explicité, Dominique Dinanga. Adolphe Muzito a parlé de 60 réformes qu'il envisage, 10 réformes du côté de la présidence de la République, donc parmi les missions régaliennes ou les compétences du président de la République. Il a parlé de 10 réformes du côté du gouvernement et 40 réformes au niveau des provinces. Alors, Osé Manzanza, Adolphe Muzito a également évoqué la question de la candidature commune de l'opposition. Il a parlé d'abord de la nécessité de se mettre ensemble autour d'un programme, mais une déception de sa part au regard donc du programme présenté par d'autres candidats. Mais c'est tout ça le problème, parce qu'Adolphe Muzito estime qu'il y a des préalables. Avant de parler candidature commune, les préalables, il évoque les programmes communs. On ne peut pas, selon ses mots, parler de la candidature commune sans parler au préalable du programme commun. Le programme commun, c'est à se demander avec les temps qui courent, le calendrier électoral. Nous sommes en pleine période de la campagne électorale. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est faisable? Il a répondu, vous avez écouté. Donc il maintient les programmes avant tout et la candidature commune après. Avec qui ils vont débattre? Il faut préciser déjà, Moïse Katumbi est en campagne électorale. Il a été rejoint par Matata Pogno, candidat, Seth Kikouni, candidat, Franck Diongo, candidat. Les 3 candidats qui se sont désistés en faveur de Moïse Katumbi. D'ailleurs, sur Top Congo FM, on avait suivi Franck Diongo qui avait dit on ne parlait plus de candidature commune, que ce soit prétorial, que ce soit toute forme de discussion. La candidature commune de l'opposition aujourd'hui, selon ce qu'avait déclaré sur Top Congo FM Franck Diongo, la candidature commune s'appelle Moïse Katumbi. Est-ce qu'on peut espérer encore cela, Dominique Dinanga? C'est la grande question. Ça sera trop compliqué au regard de la situation actuelle. Adolphe Muzito qui conditionne cette candidature commune par la mise en commun d'un programme cohérent. Mais lui-même, vous l'avez entendu ici, il s'est dit déçu des programmes présentés par d'autres candidats, ce qui veut tout simplement dire à demi-mot, bien sûr, qu'il n'est pas convaincu des programmes des autres et que ça sera très compliqué de se rallier à un autre candidat. Une candidature commune de l'opposition, vous avez suivi sur Top Congo ce matin, notamment le secrétaire général de l'ECD, le professeur Devos Kitoko, mais aussi l'un des porte-parole de Moïse Katumbi, Francis Kalombo, qui parlait des discussions qui se poursuivent avec des acteurs principaux pour sûrement aboutir à cette candidature commune, mais quelque chose qui est pour le moment impossible, mais en politique, rien n'est jamais impossible. Peut-être que dans les derniers instants, on peut peut-être obtenir ces miracles, mais à l'état actuel des choses, il est encore très difficile de parler d'une candidature commune de l'opposition. Très difficile, comme vous dites, sur Top Congo encore. Il y a les porte-paroles de Martin Fayoulou qui avait dit, Prince Epenge, je cite, il a évoqué l'exemple du Gabon où les consensus s'étaient trouvés après justement la campagne électorale. Il dit que c'est possible. Voilà, les acteurs politiques de l'opposition continuent à évoluer de manière dispersée. Il y a ceux qui sont ensemble, il y a ceux qui continuent justement d'évoluer. Delis Sessanga continue avec sa campagne électorale. Il est dans le Grand Bandundu, il était hier dans les territoires de Massimani, la province du Koulou. Il y a Martin Fayoulou qui était dans l'espace Grand Bandundu, il a fait Bandundu-Ville, il était à Bagata, il était également dans la province de Maïndombe, il a regagné Kinshasa pour parler avec d'autres candidats présidents, comme l'a précisé ce matin sur Top Congo FM, son porte-parole, le porte-parole du candidat Martin Fayoulou, Prince Epenge. Il y a Moïse Katumbi qui est arrivé dans la ville d'ici
Lubero, dans la province du Haut-Touélé ce matin. Donc ils évoluent. Le président Félix Tshisekedi qui clôture son périple des campagnes électorales dans la province du Congo central. Il était hier, vous avez suivi sur Top Congo FM, il était dans les territoires de Tchela jusqu'à Singini. Il s'est incliné devant le mausolée du feu président Joseph Kasavubu. Au moment où nous parlons, il venait de tenir un meeting dans les territoires de Mbanzangungu avant de rejoindre Kinshasa pour revenir plus tard, comme l'a annoncé ou comme l'a précisé sur Top Congo FM, Maître Jacquemain Chabani. Il va revenir à Kassangoulou pour prononcer un discours dans ce territoire qui est proche de la ville de Kinshasa, Dominique Dinanga. Il faut parler de notre candidat à la présidentielle. C'est le candidat dont nous avons couvert d'ailleurs et retransmis d'ailleurs en direct de Top Congo. Le lancement de la campagne, c'était le dimanche dernier au stade de Martyrs. Félix Antoine Tshisekedi, candidat à sa propre succession, qui est aussi attendu demain jeudi dans la province du Maniema. Revenons un peu à cette histoire de la candidature commune de l'opposition. Il y a des questions qui se posent sûrement. À qui profiterait une multitude de candidatures de l'opposition? D'une part, côté pouvoir, on estime que la désorganisation de l'opposition profiterait bien au candidat Félix Tshisekedi. Ce qui n'est pas le cas dans l'autre camp qui estime que le bilan actuel est négatif. Mais Osé Manzanza à cette question, qu'est-ce qu'on peut conclure? Est-ce qu'une désorganisation de l'opposition profiterait réellement au camp au pouvoir? La désorganisation de l'opposition, si elle profiterait au pouvoir, c'est à la population justement qui revient cette responsabilité, puisque la population, le dernier ressort quand il s'agit d'une élection, c'est la population qui vote, c'est la population qui va trancher, c'est la population qui est appelée à voter justement le 20 décembre. C'est la population qui a la responsabilité de dire ce qui va se passer après le 20 décembre, Dominique Dinanga. Mais seulement on voit une opposition qui peine à s'organiser, des chamailleries, comme a dit Adolphe Muzito, Bazali, qu'on discutait, je peux le dire en lingala, sur des questions de périphérie au lieu justement de discuter sur des questions d'importance. Il parle et il insistait, les programmes avant tout et la candidature commune après, Dominique Dinanga. Voilà, mesdames et messieurs, chers auditeurs de Top Congo FM, vous avez été très nombreux à nous suivre en FM, mais aussi sur YouTube. Merci de votre fidélité. Comme nous le disions, nous sommes la première radio d'information en République démocratique du Congo. Nous restons bien à votre service. Nous irons partout où l'information l'exige. L'information réelle et en temps réel sur Top Congo FM. Nous sommes une véritable église au milieu du village. Nous sommes ouverts à tous les candidats. Entrez en contact avec nous, c'est la période de la campagne électorale. Nous sommes ici jusqu'au 19 novembre, bien sûr. Nous sommes à votre service. N'hésitez pas d'entrer en contact avec Top Congo FM. Et merci de votre fidélité. Merci beaucoup à l'équipe technique. Merci à Didi Bissika. Merci à Pascal Kalambay. Merci à Grace Lema. Merci à Dani Zayobi. Merci à Patrick Mongongo. Voilà, merci à toute l'équipe. Nous étions ici au centre culturel Boboto, dans la commune de la Gombe, à Kinshasa. Osé Manzanza et Dominique Dinanga pour Top Congo FM. Nous rendons l'antenne à Pigeon et à très bientôt.